Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition l'After News sur Global LTV, l'ossature de cette édition avec Paulinès Otou. A tout de suite. Deux thématiques cruciales retiennent notre attention dans cette édition de l'After News. Le fait de la semaine est consacré à la sortie de quelques évêques qui invitent le président camerounais Paul Biya à favoriser l'alternance au pouvoir. Ces dernières sorties font des choux gras de la presse nationale et internationale. Qu'est-ce qui explique cette position tranchée vis-à-vis du pouvoir en place? Nous en parlons dans cette première partie. Et puis en deuxième partie, comment comprendre cette déclaration du président français Emmanuel Macron qui traite les Africains d'ingrats? C'est la grande thématique du jour. Pour en parler, mesdames, messieurs, deux invités prestigieux nous ont honorés de leur présence. Jonathan Bentenguene, sociologue, analyste géopolitique et géostratégique, et plus encore, panafricaniste, est avec nous. Le docteur Col François, enseignant-chercheur et consultant permanent de l'After News, a répondu une fois de plus présent. Bienvenue à la table de l'analyse et du décryptage de l'actualité africaine et mondiale, l'After News avec Pythagore Lakouji. C'est parti. Mesdames, Messieurs, merci de répondre présent une fois encore à cette nouvelle édition, l'After News. Vous êtes sur Global LTV. Bien entendu, on va ouvrir cette émission tout d'abord avec le docteur Col François qui est sur le plateau. Docteur, bonsoir. Bonsoir Pythagore, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Merci, bonsoir à mon frère Bentenguene. Et j'espère que l'émission de ce soir va permettre aux uns et aux autres d'avoir une meilleure compréhension, n'est-ce pas, des événements qui se déroulent tant au Cameroun, en Afrique que dans le monde. Voilà, merci Dr Col François. Justement, j'ai tenu à ouvrir cette émission avec vous pour présenter et remercier d'ailleurs tous les téléspectateurs de l'After News, du prix, bien sûr, que j'ai reçu, le prix du meilleur employé de Global TV. Je tiens, comme j'ai dit, à vous remercier déjà, Dr Col, pour votre participation à cette émission et remercier aussi tous les téléspectateurs de l'After News. Ce prix, je le dédie bien sûr à chacun d'entre vous. On va à présent prendre, mesdames, messieurs, la transition qui marque le fait de la semaine. On se retrouve après. Sortie de quelques évêques camerounais, justement, ceci invite le président Paul Biya à favoriser l'alternance au pouvoir. On va rappeler qu'au cours de la semaine, cette sortie, ou alors ces sorties multiples des évêques dans l'ensemble du Cameroun ont fait les choux gras de la presse. Qu'est-ce qui explique justement cette position? Avec vous, docteur Col François, directement, on entre dans la thématique. Aujourd'hui, des prélats ont fait des sorties multiples pour demander au président de la République, Paul Biya, de ne plus se présenter à l'élection présidentielle. On va rappeler que nous sommes dans un contexte électoral. Pour vous, est-ce que ces sorties déjà sont appropriées? Bon, je ne peux pas juger de l'opportunité que les évêques peuvent trouver, quelques évêques peuvent trouver à se prononcer déjà sur les faits politiques de notre pays. Peut-être c'est de leur droit, peut-être pas. Ils ont sûrement des organismes internes de régulation qui peuvent permettre à ce que cette question y soit tranchée. Mais je pense que pour mieux comprendre la problématique, rappelons d'abord que le Vatican, en dehors d'être un siège religieux, est d'abord un siège politique. Ça veut dire qu'il y a un État qu'on appelle l'État du Vatican, avec un président, un chef d'État, un président de la République, qui est élu, d'accord, au suffrage direct, selon leur modalité. Quand il dit suffrage, ce sont les cardinaux, d'accord. Mais peut-être c'est indirect parce que les cardinaux qui sont électeurs sont des nommés. Mais c'est les cardinaux qui décident qui peut être chef d'État du Vatican. Le Vatican est un État dans la ville de Rome qui appartient à l'État d'Italie. Ça veut dire que le Cameroun, par exemple, a un ambassadeur au Vatican. Le Cameroun a un ambassadeur en Italie, notamment à Rome. Donc, vu sur ce plan, les évêques ne sont pas seulement des hommes religieux. Parce que d'ailleurs, tous sont les citoyens de Rome, enfin du Vatican. Je ne veux pas rentrer dans ce qui s'est passé entre Dormois à une époque,
le chef d'État camerounais de l'époque et le Vatican à l'époque. Le Vatican, donc, pris sur cet angle, on comprend que c'est d'abord les hommes politiques, d'abord le nonce apostolique au Cameroun, en Guinée équatoriale, c'est ce qu'on appelle dans un autre jargon. Je ne vais pas d'abord le dire comme en francophonie, mais alors un peu chez les anglo-saxons, notamment dans le Commonwealth, on l'appelle là-bas, qu'on appelle ça, il y a le terme, comment est-ce que les ambassadeurs là, le grand... Peut-être ça va vous revenir, Dr. Cole. Oui, ça va me revenir. C'est-à-dire que dans le Commonwealth, il y a une expression pour désigner les ambassadeurs. Oui. Chez en francophonie, il y a une expression pour désigner les ambassadeurs. Au Vatican, ce groupe de diplomates est donc appelé nonce apostolique. Ça veut dire qu'il est représentant de la papale, alors de la papauté politique, autant qu'ils sont représentants de la papauté politique et religieuse. C'est pourquoi ils peuvent dire des messes, mais en même temps, ils sont au palais de l'unité aujourd'hui, par exemple, pour présenter les vœux dans le cadre du corps diplomatique. Donc, quand ils s'expriment, et faites attention, aucun de ces évêques ne s'est exprimé lors du footing. Aucun de ces évêques ne s'est exprimé lors d'une soirée de gala. Oui. Ils sont tous exprimés. D'abord, Cléda s'exprime le 25 décembre, qui pour les catholiques est une journée consacrée à un sens de Christ. Ensuite, il a réitéré ses propos sur RFI Radio. Oui, mais il commence d'abord à leur dire ce jour, entre l'interview qui est émise le 25 décembre. Les autres évêques, ceux de Ngaoundéré, de Yagua, interviennent dans le cadre de l'homélie. Oui. Mais ce qui est écœurant, c'est d'entendre un homme qui se dit être dépositaire du pouvoir christique dire qu'il vaut mieux qu'un démon, qu'un diable vienne gouverner au Cameroun. Mais je voudrais que les catholiques sachent une chose. Ils sont peut-être une organisation très puissante, mais on ne peut pas souhaiter qu'au Cameroun qu'on invoque les démons. Ce qu'on en a ne suffise. Donc, ils sont exprimés, mais il faudrait bien qu'on comprenne, ils ne sont pas seulement exprimés en tant que des chefs religieux, mais ils sont aussi exprimés en tant que des hommes politiques. Alors, Dr. Cole François, est-ce que les déclarations, peut-être en dehors de cette phrase qui appelle à un certain diable de prendre le pouvoir au Cameroun, en dehors de cela, est-ce que pour vous, le fait que les évêques demandent aujourd'hui qu'il y ait une alternance au pouvoir camerounais est une mauvaise chose, de votre point de vue? Ok. Vous savez l'âge que le pape a? Le pape actuel, François, mon homonyme, vous savez l'âge qu'il a? Depuis, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai accouché, mais j'ai remarqué que chaque fois qu'il se déplace, il est assis sur la papa mobile. Il fait les bancs de foule en papa mobile. Pour bien rester debout, le 31 décembre, pendant 30 minutes, il a fait un discours sans lunettes, sans canne. Il est en train de recevoir ces gens dans son palais actuellement, il est debout. Il fait les discours, il écoute les gens, il est debout. Je voudrais que les gens sachent une chose. Je l'ai dit ici la semaine dernière, dans le cadre de cette émission, je vais le répéter aujourd'hui. La constitution du Cameroun permet à tout Camerounais, âgé depuis les 35 ans et à résider au Cameroun au cours des 12 derniers mois, de se présenter. Alors, les Camerounais sont assez intelligents pour pouvoir faire leur choix en octobre prochain. Cléda aussi peut quitter l'archevêché de Douala et laisser la place à Bakaba qui a à peine une trentaine d'années. Mais pourquoi est-ce qu'il pense que ce n'est que Biassel qui doit... On ne peut pas faire la tenance aussi dans le domaine catholique. Est-ce que le pape qui est au Vatican ne peut aussi démissionner comme Benoît s'il avait démissionné? Docteur Cole, pour finir sur le sujet avec vous, peut-être c'est le fait, bon, je me mets dans la peau de ces évêques, peut-être c'est le fait que le président Paul Biya, pendant ces années à la magistrature suprême, n'a pas fait peut-être ce qu'il aurait dû faire. C'est la raison pour laquelle on appelle aujourd'hui un changement. Est-ce que vous savez le patrimoine foncier que les catholiques ont au Cameroun? Je ne pense pas qu'il y ait une autre organisation ou une multinationale qui ait autant de patrimoine foncier que les catholiques ont au Cameroun. Rien que c'est en ville de Douala, est-ce que vous pouvez imaginer la superficie si on la joignait que représente le foncier catholique au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils vont reprocher à ce régime? C'est grâce à ce régime que les catholiques ont tout eu. Et même, il ne faut pas être les grands doueurs de l'islam. Nous nous rappelons il y a quelques années, les maîtres et les maîtresses qui enseignent dans les écoles catholiques, c'est dans la ville de Douala, se sont plaints du traitement salarial. Qu'est-ce que leur chef, leur patron a fait? Tout ce qu'il a trouvé bon de faire, c'était de licencier, non?
C'est-à-dire que tes maîtresses et tes mères disent, papa, on a faim, l'argent que tu nous donnes est petit, essaie de revoir nos conditions. Le gars, ils a tous foutu la porte. Donc pour vous, docteur Cole, la sortie des évêques est un non-lieu? Non, c'est une sortie bancale. Moi, je ne suis pas un homme politique. Oui. Donc, je ne peux pas voir ça sur le plan politique. Encore que je reproche aux hommes politiques de venir se camoufler derrière les propos d'un évêque pour pouvoir alimenter des choses qui devraient partir d'eux. Ce n'est pas la religion qui doit venir en aide à l'opposition camerounaise. Oui. L'opposition camerounaise doit être créative, doit être instinctive, doit pouvoir être innovante. Mais vous voyez qu'ils sont tellement en mal de projets, d'arguments, qu'ils n'ont attendu tous que les évêques sortent pour venir encenser les évêques. Mais sachez une chose, il y a une forte, il y a une forte relation entre le politique et la religion. Et il est donc difficile d'imaginer qu'il y ait une césure entre ces deux entités. Et même ce qui se passe aujourd'hui, si je prends les propos des évêques, comme les propos des hommes politiques, comme je vous dis la dernière fois, ne vous fiez jamais aux dits des hommes politiques, parce que les politiciens disaient très souvent le contraire de ce qu'ils pensent. Merci, Dr Cole François. C'était votre point de vue sur cette première thématique qui constitue le fait de la semaine. On va prendre l'avis à présent de notre deuxième invité qui nous retrouve dans quelques secondes seulement après cette transition. Qu'est-ce qui explique cette position tranchée de quelques prélats au Cameroun vis-à-vis du pouvoir en place, notamment une éventuelle candidature du président Paul Biya à la magistrature suprême? Nous sommes sur le plateau à présent avec Jonathan Batengene, panafricaniste, mais également sociologue. Bienvenue sur le plateau de l'After News. C'est un plaisir, Monsieur Pythagore. C'est un plaisir également d'être devant vos millions de téléspectateurs et devant toute l'Afrique. Voilà. Voilà. Merci d'avoir honoré cette invitation. Avec vous directement, comment est-ce que vous appréciez cette sortie jugée bancale, d'après le Dr Cole François, de quelques prélats camerounais qui demandent au président Paul Biya de laisser la place à une autre personne? Le Dr Cole François a effectivement posé les bases d'une approche qui pourrait nous permettre de mieux comprendre ces prélats. Ils appartiennent à un État, l'État du Vatican, qui a une histoire avec l'État du Cameroun. Et quelle est cette histoire? L'État du Vatican est aussi responsable de ce bilan chaotique qui semble décrier, ou bien que ces citoyens semblent décrier. Il faut se souvenir que pour l'indépendance du Cameroun, l'État du Vatican avait un parti pris pour un État néocolonial, pas un État libre. Au Vatican, le maître mot, c'était de combattre les nationalistes camerounais. Et au nom de ça, on allait dans les paroisses, dans les cathédrales, et ce qu'on prêchait, c'était de dire un bon catholique ne peut pas être un upéciste. Si vous êtes upéciste, vous êtes destiné essentiellement à la destruction, à l'enfer. Donc, on a découragé les Camerounais à avoir un sentiment d'attachement à leur pays. Oui. Alors, on ne peut pas, après avoir déconstruit le nationalisme camerounais, venir quelques années après et dire « Oh, ceux qui sont là sont irresponsables, ceux qui sont là ont été responsables d'une gabégie, ils sont assez vieux. » D'ailleurs, prenez un peu la question de la vieillesse et puis la question de la gabégie. Le docteur Cole a très bien abordé cela. Qui sont les plus vieux? Les dirigeants du Vatican sont-ils des jeunes? Le pape Jean-Paul II, qu'il me souvienne, est mort au poste. Le dernier a été éjecté parce qu'il combattait des choses morales. Oui. Parce qu'il avait dit qu'il ne veut pas de la fédération. On a dit, si tu ne peux pas gérer cette affaire, il faut aller au quartier. Donc, il est allé et il est mort de sa propre... En fait, il est allé dans sa retraite. Il était perdu. Il ne reconnaissait pas cette église. Cette église qui, hier, combattait l'homosexualité. Et c'est pourquoi nous convoquons ces Camerounais, puisqu'ils se revendiquent également Camerounais. Mais ces évêques qui sont membres du clergé, donc citoyens de Rome, mais vous avez des champs de bataille dans votre église. Vous avez des champs de bataille au Vatican. La question de l'homosexualité est prépondérante. Pourquoi vous êtes silencieux? Moi, je veux leur engagement sur tous les champs. Il ne faut pas sélectionner les pays vers lesquels dans lesquels ils s'engagent. Il faut qu'ils moralisent tous les pays auxquels ils appartiennent. Ils ont la double nationalité. Ils peuvent demander que la pratique de l'homosexualité cesse au niveau du Vatican, cesse d'être encouragée par les principaux dirigeants de l'Église. Il y a la question de la pédophilie. Oui. Les scandales de pédophilie couvrent au sein de l'Église. Pourquoi ils sont silencieux sur la question de la pédophilie? Pourquoi ils ne s'intéressent pas à la réforme profonde de l'Église? Donc, nous voulons voir ces citoyens de Rome aussi s'engager sur les questions de réforme de Rome.
Oui. Mais s'ils n'ont choisi que de réformer l'État du Cameroun, ça veut dire qu'il y a un parti pris et qu'il y a donc une orientation dans cet engagement. Et nous ne pouvons pas perdre de vue qu'en tant que citoyens d'Europe, lorsque le Vatican s'intéresse aux affaires du Cameroun, c'est essentiellement en tant qu'un État qui a des intérêts. Il faut noter que le Vatican fait partie aussi des bailleurs de fonds du Cameroun à travers une banque qui s'appelle PI2. Et que cette banque a ses propres intérêts qui sont corrélés à ceux de l'État du Cameroun. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que cette querelle peut simplement être alimentée comme moyen de pression? Il faut noter que même si le Vatican ne s'est pas désolidarisé, le nonce apostolique a été reçu ce jour à Yaoundé. Il fait partie des personnalités diplomatiques qui comptent lorsque le président de la République reçoit les... Est-ce que ce nonce apostolique va-t-il assumer ses positions devant le chef de l'État? Il va se taire. Ça veut dire qu'on a affaire à des mouvements de pression diplomatique orchestrés par une certaine... Une catégorie de prélats ou bien un groupe de pression à l'intérieur de l'Église, et que ce groupe de pression est toléré par la diplomatie de l'Église, parce qu'ils n'ont pas été rappelés à l'ordre. Pour nous, Camerounais, qui le sommes à part entière, et nous rappelons toujours aux Camerounais que lorsque vous avez un prêtre, un curé, c'est un homme qui a une double nationalité, il a la nationalité vaticane et la nationalité camerounaise. Donc, pour nous qui sommes Camerounais uniquement, nous leur demandons, chaque fois qu'ils veulent s'intéresser aux affaires du Cameroun, de créer une association. Qu'ils ne se cachent pas derrière l'Église, qu'ils créent une association. Pourquoi je dis se cacher? Si c'était l'Église, excusez, c'était une église de réveil du quartier, j'aurais eu aucun problème. Ce serait un engagement d'un leader religieux. Mais à partir du moment où c'est un curé ou un prêtre catholique, c'est un citoyen du Vatican. Et un exemple dans notre histoire nous le rappelle. Monseigneur Ndogmo est mis en cause dans une affaire, il est interpellé, le pape va écrire au président Ahidjo en lui disant « Libérez Monseigneur, gardez le citoyen Ndogmo ». Mettant le président de la République dans un embarras. Qui est Monseigneur et qui est le citoyen Ndogmo? À un certain moment, il n'arrivait plus à dissocier, il a compris qu'en fait on lui demandait de ne pas embêter le citoyen de Rome. Mais c'était très clair. Rome est prêt à défendre, le Vatican est prêt à défendre ses citoyens. Donc, chaque fois que ces citoyens du Vatican veulent s'intéresser aux questions du Cameroun et qu'ils veulent endosser totalement l'étiquette de Camerounais ou bien leur citoyenneté camerounaise, eh bien, nous les encourageons à créer des associations. Par exemple, association, que le Monseigneur Cléda crée une association, l'association peut-être des enfants de la rue du Cameroun, où il encadre les enfants de la rue, et dans le cadre de ses missions de président d'association des enfants de la rue, donc dans la société civile, qu'il s'engage dans le débat politique. Et là, s'il y a des dérapages, il sera interpellé à titre de président d'association et pas à titre d'évêque de Rome. Pour vous donc, pour sortir de cette thématique avec vous, Jonathan Batengene, tous ces prélats qui appartiennent au Vatican, il faut le dire, non plus, ou alors pour vous, ne doivent plus s'exprimer sur les questions d'ordre politique au Cameroun tant qu'ils ont cette double nationalité que vous avez décrite. Qu'ils cessent d'embarrasser l'État du Cameroun, parce que si jamais il y a un incident diplomatique, c'est Rome qui répondra et pas eux. J'entends beaucoup de gens dire non, c'est le discours social de l'Église. Ah, s'ils sont embêtés, vous verrez bien que ce n'est plus l'Église. Ce n'est pas le citoyen de sa paroisse qui va demander sa libération, c'est le Vatican. Ça veut dire qu'en fait, il a une hiérarchie étatique qui est responsable de ses actions et qui répond en dernier recours s'il est menacé. Maintenant, il faut revenir sur un élément. Parlons de la gabégie. Mais les églises, les évangètes, là, ceux qui sont les puissants de l'église, ceux qui sont les puissants fidèles de l'église, c'est qui? Ce n'est pas ces ministres. Vous n'avez pas vu une messe il y a quelques jours, vous allez peut-être retrouver l'image, où près de, disons, 40% des ministres en poste étaient dans une paroisse, une seule, 40%. Ils étaient en train de prier, ils étaient tous de bons catholiques. La majorité est soupçonnée d'avoir participé à de la gabégie financière. Il y a pire. Quand vous allez dans les villages de chacun d'eux, il a construit une paroisse qu'il a remis à l'église. Si l'église est sincère, qu'elle nous remette ses paroisses, qu'elle vende ses paroisses et qu'elle remette l'argent aux Camerounais. L'église doit montrer qu'elle est effectivement engagée dans l'assainissement des mœurs publiques ou bien dans l'assainissement de la gestion publique. Voilà. Et si l'église le fait, l'église doit refuser les donations de ces gens. Parce que ces gens, pour la plupart, ils volent dans les caisses de l'État et
Ils considèrent que l'église est la meilleure manière de faire du recel. Ils vont là-bas pour donner, pour se faire bonne conscience. Si l'église est prête, que l'église rende les biens mal acquis que ces gens sont allés déposer là-bas. Merci beaucoup, Jonathan Batengene. C'était votre point de vue sur la thématique. Vous restez avec nous sur le plateau pour aborder la grande thématique de cette édition, l'After News. Mais avant, permettez-nous de planter le décor avec ce reportage que nous propose la réalisation. Il est signé Brinda Ornelano. Ils ont oublié de dire merci. Telle est la déclaration du président français Emmanuel Macron qui a suscité moult réactions de la part des Africains. Dans une métropole africaine, les propos du patron de l'Élysée Macron ont laissé entrevoir de l'ingratitude de la part des Africains qui, selon lui, n'ont pas su apprécier l'aide qui leur a été apportée par la France. Pour certains, cette sortie est une désolation. Je pense que le règne de la France est terminé en Afrique parce que les Africains se sont réveillés et ils ont remarqué que la France a pillé l'Afrique depuis des millénaires. Et au jour d'aujourd'hui, les nouveaux chefs d'État, je veux dire la nouvelle génération des chefs d'État, a réalisé que la France a vraiment pillé toutes les ressources de leur pays. Donc sur la sortie de Macron, ma position elle est légitime en tant qu'Africain. Donc Macron ne devrait pas s'exprimer de la sorte parce que, étant donné qu'il en a tiré bénéfice de ces pillages-là, et au jour d'aujourd'hui, il traite des Africains d'ingrats, mais ce n'est pas normal. Donc pour ma part, c'est vraiment une grosse désolation qu'il fasse une sortie comme celle-là. D'autres encore estiment que cette déclaration est une plaisanterie. Je ne pense pas que M. Macron il a raison pour cette sortie, parce que pour moi, ça me fait rigoler. Tout simplement du fait qu'ils ont envoyé leurs militaires en Afrique, soi-disant qu'ils sont en train de régler l'Afrique. Pourtant, ils sont en train de détruire l'Afrique, vu qu'ils ont déjà exploité tous nos sous-sols. Donc moi, ça me fait un peu rigoler quand Macron dit cela. En s'inscrivant dans la même logique, d'autres pensent que ces propos relèvent d'une aberration. Je pense que jusqu'à présent, les Français n'ont pas encore compris que l'Afrique n'est plus ce continent qu'il était avant. Les mentalités ont évolué, les Africains ont fait beaucoup d'études. Le président français lui-même ne mesure pas la valeur que les Africains eux-mêmes donnent à l'Afrique aujourd'hui. Donc quand il avance de tels propos, il se dit que les Africains sont toujours sous le joug des Français. Mais ce n'est plus le cas. La jeunesse africaine aujourd'hui n'est pas celle-là qui a fait des études automatiquement en Europe. Nous connaissons les réalités du continent. Donc le président français, quand il avance de tels propos, l'Africain que nous sommes, de vrais Africains, parce qu'il y en a toujours qui ne sont pas des vrais Africains. L'Africain que nous sommes, nous bottons ces paroles-là à la touche. Eu égard à ce qui précède, l'on pourrait dire que la décision du continent africain de voler de ses propres ailes demeure une problématique pour la France. Merci à Brindanon pour ce reportage. Je le disais tout à l'heure, il nous permet d'entrer dans la grande thématique de cette édition l'After News. C'est la deuxième partie d'ailleurs. Nous parlons de cette sortie du président français Emmanuel Macron qui a taxé les Africains d'ingrats. Comment comprendre cette déclaration? Nous en parlons avec nos deux invités, toujours sur le plateau de l'After News. Nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est panafricaniste, on le disait. Quelle est, de votre point de vue, l'aide dont Emmanuel Macron parle, qu'ils ont apporté, que la France a apporté ou aurait apporté aux Africains? Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, Macron a raison de nous demander de lui dire merci. Ce merci, c'est lorsque nous voyons la formation qui était donnée dans le cadre de la coopération sécuritaire aux armées africaines. Je vais vous prendre un cas, l'armée malienne, deux cas, l'armée malienne, l'armée centrafricaine. Oui. Comment on les formait? Les militaires français les formaient avec les bâtons. Vous vous souvenez les jeux d'enfants. Vous vous placez dans un coin de votre salon, votre ami, votre frère se place dans l'autre coin. Et vous dites, toi tu es le bandit et moi je suis le policier. Et chacun de vous utilise un bâton. Et vous lui dites, je t'ai vu, tôt, tu es mort. Et lui doit se coucher. Donc c'est comme ça que l'armée française formait les militaires africains. Si bien que les militaires maliens n'étaient pas au niveau des terroristes dans les attaques. Si c'est ça, les terroristes ont gagné du terrain. Nous disons à Macron, merci, merci.
vous avez permis à ces terroristes de nous massacrer en masse. Vous avez vu comment les terroristes se comportaient sur le terrain? Oui. Ils égorgeaient, prétendant se battre pour l'islam. Ils égorgeaient des musulmans, de bons musulmans au Mali, au Centrafrique. La France n'a pas seulement fait que mal former les militaires, ils ont donné les armes aux rebelles et aux militaires. Et s'assurant même qu'à un certain moment, les militaires n'aient plus les armes, ils ont veillé à ce que les militaires n'aient plus l'embargo. Donc disons merci Macron. Il a parlé aussi de la question d'indépendance, qu'il a aidé justement, ou alors que la France a favorisé les pays africains à accéder à l'indépendance. Là également, vraiment, si Macron demande un grand merci, nous lui disons merci d'avoir impulsé une tentative de guerre entre la CEDEAO et le Niger. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le cas du Niger. Oui. La France, on lui dit pas, elle dit je ne pars pas. C'est en cela qu'elle nous a aidé à gagner notre indépendance. Eh bien, mais Macron incarne aujourd'hui pour la France, incarne pour l'Afrique toute l'ingratitude française. Ce qu'il incarne, c'est l'ingratitude française. Mais aussi une certaine volonté, de tout passer comme étant un avantage pour le colonisateur. Macron est l'arrogance incarnée de la France. Cette arrogance d'État au nom de laquelle les dirigeants français se présentaient comme étant les civilisateurs de l'Afrique. Vous avez ce Macron-là qui vient nous dire « vous êtes ingrat ». Mais ce Macron, on nous l'a présenté comme quelqu'un de très intelligent. Et je dirais qu'il incarne aussi la bêtise qu'il y a dans le système éducatif français. C'est-à-dire on a travesti tellement le fait, et là je dis la bêtise au sens de Dostoïevski. Si vous avez l'ouvrage de Dostoïevski, la bêtise, vous comprenez la profondeur du propos. Et qu'est-ce que Macron ignore de l'histoire de la France? Eh bien, ce pays, la France, est un pays qui était dominé par l'Allemagne. Un pays qui est tombé sous la domination allemande en 2 semaines. 2 semaines, 1940. Et pour libérer la France, le capitaine de Haute Cloque, qui s'est fait appeler abusivement colonel, tout comme son colonel s'est fait appeler général. Je vais donner les identités. Le capitaine de Haute Cloque est arrivé sur les berges du Vouri et les chefs ont accepté de le recevoir en lui disant « Nous ne traitons pas avec ceux qui ne sont pas les chefs chez eux ». Il a été obligé de se faire élever lui-même, comme on le voit dans l'Ambazonie, général de la rue, c'est-à-dire colonel de la rue. Il s'appelle abusivement le colonel Leclerc, plus tard le général Leclerc. Et donc, il a négocié au Cameroun la libération de la France. Si vous arrivez à la chambre de commerce, vous allez voir sur le fronton, là où ils ont mis actuellement l'enseigne du ministère du Commerce, derrière, il faut qu'ils enlèvent cela. Nous demandons au ministère du Commerce d'arrêter de cacher l'histoire parce que nous avons l'impression qu'au ministère du Commerce, il y a des traîtres qui ne veulent pas que l'histoire de l'Afrique soit connue. C'est écrit là, dans la pierre, c'est écrit, ici est née la France libre. Le 25 juin 1940, la France libre naît ici à Douala. C'est le Cameroun qui va constituer le premier contingent, 10 000 hommes, des fils et filles de ce pays, qui vont être rejoints par nos frères de Centrafrique, par nos frères du Tchad. C'est le premier contingent qui va être lancé dans la bataille, qui va libérer les terres du Maroc, où il y a eu le coup d'Agadir. Vous vous souvenez de ces coups qui ont confronté l'armée allemande, où il y avait l'un des maréchaux les plus puissants d'Hitler, le fameux renard des déserts, Rommel, le général Rommel. L'armée africaine va battre Rommel au niveau du Maroc et va insuffler un nouveau souffle à la France. Il faut noter qu'à cette période, le colonel de Gaulle, qui n'a jamais été général, ce n'est que des imposteurs qu'il y a dans l'histoire de France. Un colonel qui n'a jamais été général, qui s'est élevé lui-même général et qui n'a jamais été reconnu général. Parce qu'il n'a touché, ça c'est des témoignages de militaires, il n'a touché qu'une pension de colonel à sa retraite. Il n'a jamais touché une pension de général. Donc le colonel de Gaulle va, à partir des succès de l'armée africaine, gagner en hauteur auprès de Churchill. Parce qu'il n'était comme un petit résistant aux côtés de Churchill. Et c'est Churchill qui faisait sa légitimité. C'est comme ça qu'il gagne en consistance. Et quand ils vont constater que l'armée venue d'Afrique équatoriale française, plus du Cameroun et de l'Afrique équatoriale française, parce que c'est comme ça qu'on va dire les choses, quand ils vont constater que cette armée est en train de gagner du terrain, ils vont la compléter avec
l'armée qui vient du Sénégal. Eh bien, je vais vous dire pourquoi on dit tirailleurs sénégalais. Parce qu'on essaie au Sénégal français. Ça, c'est pour chuter sur la question. On essaie au Sénégal français. Eh bien, pour donner plus de hauteur à l'identité française, on a baptisé tous ces combattants qui venaient d'abord du Cameroun et de l'Afrique équatoriale française. On les a tous baptisés tirailleurs sénégalais. Encore une volonté d'ignorer l'histoire de la France. Et c'est ces tirailleurs, c'est ces combattants africains qui vont libérer la France en 1944 avec le soutien des États-Unis, de l'Australie et d'autres pays, y compris les pays asiatiques. De votre point de vue, Jonathan, pour vous relancer, de votre point de vue, cela veut dire que les Africains ont plus apporté à la France, que la France devrait aujourd'hui être reconnaissante. Ça ne devrait pas être l'inverse. Mais l'histoire de France n'a été que l'histoire de l'apport de l'Afrique. Depuis la colonisation, c'est les Africains qui apportent à la France. Qui rend la France riche? C'est le franc CFA. C'est qui? C'est les Africains. Qui rend la France riche? C'est le pillage des ressources africaines. Vous avez vu, rien que quelques pays ont quitté la France. Désormais, on est en train de parler de banqueroute. L'État français est actuellement sous administration du FMI. C'est encore caché, mais bientôt ce sera visible. On parle de la restructuration de la dette, c'est-à-dire l'ajustement structurel. C'est déjà en cours. On est en train de dresser leur plan d'ajustement. La France tombe, pourquoi? Parce que les Africains lâchent là. La France n'a plus l'accès aux ressources de l'Afrique. Eh bien, Macron devrait être honnête. Et si vous prenez encore l'histoire politique, qui a financé les campagnes en France? C'est les chefs d'État africains. Les campagnes, c'est Bourgi qui nous raconte comment tel chef d'État africain a financé les campagnes. Mais en fait, qui devrait être reconnaissant donc? La France a vécu gracieusement grâce aux richesses de l'Afrique. La France a été libérée grâce aux Africains. La France de Macron s'accroche aux Africains pour continuer à piller l'Afrique. Et Macron, il nous dit de lui dire merci. Macron, c'est un prétentieux qui devrait avoir l'humilité de dire aux Africains, vraiment, chers Africains, nous avons tout fait pour vous cacher que c'est grâce à vous que nous avons vécu la vie paradisiaque. Nous vous disons merci pour tout et nous vous demandons pardon. Puisqu'il ne veut pas dire pardon, nous le lui montrerons comme ça s'est passé au Mali. C'est avec violence. Merci beaucoup Jonathan Bateke pour cette expression sur cette question. On va prendre à présent l'avis du docteur Cole François sur la thématique. Ce sera après cette petite transition, le temps d'introduire notre consultant permanent. Lui aussi, il a à dire. De retour sur le plateau de l'After News, nous sommes avec le docteur Cole François pour parler justement de cette question, voilà, de cette déclaration d'Emmanuel Macron vis-à-vis des Africains, comme quoi les Africains seraient ingrats après tant de choses faites par la France sur le continent noir. Docteur Cole François, de votre point de vue, est-ce que la France a apporté à l'Afrique plus que l'Afrique n'a reçu de la France? Je pense que il est des sujets comme ceux-ci qui devraient provoquer une bonne révolte au sein des Africains et provoquer même une révolution de rue. À ce point, Dr Cole? Oui, et je vais vous dire pourquoi. Nous autres, nous sommes nés à la fin des années 70. Nous n'avons peut-être pas vécu le maquis, mais nous sommes arrivés, étant encore tout jeunes, on a connu nos parents et nos grands-parents qui avaient traversé ces années 40 et 50. Particulièrement dans ma famille maternelle, nous avons encore des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Le terme maquis a été collé aux nationalistes par mépris, par dénigrement. Ce n'était pas un terme qui élevait nos grands-parents, qui se battaient pour que nous ayons un État, pour qu'on soit un peuple, pour qu'on ait une nation, pour qu'on soit un peuple libre. Qu'est-ce que la France a fait? La France a versé le napalm ici au marché Congo, enfin au quartier Congo à l'époque. Ce n'était pas de l'engrais organique, ce n'était pas de l'engrais biologique pour faire pousser le riz, le sorgho ou quoi que ce soit. C'était des produits pour décimer une population innocente. Ce n'était pas une base militaire. Ce n'était pas un camp d'entraînement. C'était un quartier paisible où il y avait des Camerounais qui ne demandaient que à vivre,
Mais qu'est-ce que la France peut nous dire aujourd'hui au sujet de cette calamité qui sont venus jeter en plein cœur de Douala? Quand les Français ont décidé de raser des villages entiers dans ce qu'on appelait à l'époque la région, ils appelaient ça le peuple bamileke, le peuple bassa. Il y a des villages entiers qui ont été brûlés. Et quand vous échappiez dans cette zone-là, c'était une balle. Et qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont armé les Camerounais pour combattre des Camerounais. À la fin, ils ont arraché nos terres. Aujourd'hui, la PH n'est pas camerounaise. On a vu pendant près de 25 ans les Français s'asseoir sur la logistique, la grosse logistique camerounaise qu'on appelait Cambraille, qu'on appelait DIT. On vous dit que pendant près de 25 ans, la France n'a pas pu verser 10 milliards dans les caisses de l'État. On doit leur dire merci de nous avoir appauvris, d'avoir induit nos États en erreur, parce que quand on privatise Cambraille, à l'époque c'était Arrive et Cam, quand on privatise toutes ces grosses entreprises camerounaises, ces entreprises n'avaient aucun problème de fonctionnement ou de crise économique. Mais parce que par derrière, ils sont revenus être les principaux acheteurs de ces entreprises, au bout de quelques années de fonctionnement, on s'est rendu compte que ces entreprises ont massé plus d'argent en ce temps de fonctionnement qu'ils n'en a produit pendant que le Cameroun les en avait sous la gestion. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer les morts qu'on a eues dans nos États lorsqu'on a commencé à privatiser toutes ces sociétés, lorsqu'on a dévalorisé le franc CFA, lorsque la France a commencé à piller notre sol, et lorsque la France a commencé à armer des Africains contre des Africains, en fait c'est ça son mode de fonctionnement, vous ne les voyez pas devant, ils vous mettent, comme ils le disent, le jeune Macron l'a dit récemment, il dit que c'est eux qui décidaient qui devait être président et qui ne devait pas être président. Et alors, quand ils vous plaçaient président, ils créaient une petite armée à côté, et dès que vous vouliez vous émanciper, dès que vous voulez faire autre chose pour le bien de votre peuple, pour lequel vous êtes censé être président, la France lève la rébellion, vous dégage et place un autre pantin. Est-ce pour ça que nous devons remercier la France aujourd'hui? Je ne sais pas. Regardez ce que le terminal à conteneurs fait aujourd'hui, la RTC fait aujourd'hui au port de Douala. Et vous regardez pendant les 20 ans que la DT a passé, ce que nous avons eu à gagner. Je pense que Macron, nous lui faisons beaucoup d'honneur de commenter ses discours. Parce que même en France, on ne parle plus de lui. Quel est ce président qui se dit président d'une grosse nation qui peut avoir depuis l'avènement de la 5e République, essuyer un réveil comme celui de juillet 2024? Qui, comme lui, a connu ça au cours de la 5e présidence République? Il est le seul. Regardez son gouvernement. Barnier est venu à faire combien de temps? Le petit là, qui s'est présenté comme un homosexuel, dont je ne l'insulte pas, a fait combien de temps? Le vieux qu'on a mis là maintenant, Bayrou, je ne sais pas comment il s'appelle, moi je ne sais pas l'histoire française. Regardez le gouvernement français aujourd'hui. Il n'y a que du ridicule. Il n'y a que, même sa propre femme dit qu'il ne s'attendait pas à ça. Ce que par contre fait aujourd'hui, il pense ramener les anciens discours au travers desquels les Français se gargarisaient. Mais malheureusement pour eux, l'avènement des nouveaux chefs d'État, comme ceux de l'AS, comme le jeune Tchadien, qui, vous savez ce qui est arrivé récemment, mais on sait qu'il ne va pas tomber. Parce que ce monsieur, moi, comme je l'ai toujours dit ici, doit rapidement aller vers ses frères de l'AS, s'asseoir avec eux, signer une convention qui fait de lui un membre à part entière de l'AS. Et je pense qu'ils vont créer une ceinture de sécurité à l'intérieur du Sahel sur au moins 8000 km. Et je verrai encore comment est-ce que la France se permettra d'armer une rébellion pour attaquer, que ce soit le Sahel, que ce soit l'Afrique méridionale. Ces choses n'arriveront plus. Là où Macron est, il sait qu'en tant que président de la République, il n'a plus rien à offrir à son peuple. En tant que collaborateur des chefs d'État africains, il n'a plus un mot à dire. Il est le président le plus ridicule de l'Europe. D'ailleurs,
Regardez la Belgique. La Belgique a combien de mois sans État? Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. Il faut comprendre que l'Europe entière est en train de tomber dans la décrépitude morale, politique et même financière. Est-ce que, Dr Cole-François, pour sortir de cette partie, est-ce que aujourd'hui la position d'Emmanuel Macron, ou alors cette déclaration d'Emmanuel Macron, laisse entrevoir un aveu d'impuissance de la part de la France qui, comme vous dites, n'arrive plus à se démarquer sur le continent africain? Non, nous avons constaté que la France est devenue un chien qui n'a plus de crocs. Parce que vous voyez, on nous a souvent dit, on nous avait toujours dit que le Centrafrique, le Niger étaient les pays les plus pauvres de la Terre. D'accord? Mais ce sont ces pays les plus pauvres, avec les armées, selon eux, qui ne pouvaient pas tenir tête à rébellion avec ce que Bazoum a dit, qui ce sont quand même ces pays qui ont fait partie de la France en l'espace de 2 jours. Même comme j'ai suivi Macron dit quelque part que c'est stratégique. Ils ont juste laissé la primeur au président sénégalais, président ici de l'Odi, pour non. Et le Sénégal a dit, ils ne sont jamais concertés avec la France. Ils ont dit à la France d'emballer et de partir. La France n'a jamais été puissante. La France s'est servie de l'Afrique, du sol africain, de l'intelligence africaine pour pouvoir devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et comme le disait encore mon frère Jonathan tout à l'heure, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que la France n'était qu'un géant au pied d'argile. Quel que soit le domaine que vous prendrez aujourd'hui, vous découvrez que la France n'a jamais été une grande puissance. Merci, Dr Cole-François. On marque une petite pause et on va se retrouver pour la dernière partie de l'After News. Nos 2 invités sur le plateau vont conclure avec nous notre émission avec bien sûr un partage d'idées. Ce sera le dernier tournant de cette édition. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'After News. Mesdames, Messieurs, c'est la dernière partie, comme je le disais tout à l'heure. Nous sommes, bien sûr, avec nos 2 invités sur le plateau pour le dernier tournant de cette édition l'After News. Le dernier tournant, nous allons le consacrer, bien sûr, à cette actualité sur le Cameroun. Nous sommes dans un contexte électoral. La sortie des prélats qui a été jugée mal placée par nos 2 invités aujourd'hui. Mais toutefois, il faut relever un aspect important, c'est la réaction des membres du gouvernement face à cette sortie. Dr Cole-François, avec vous, est-ce que les membres du prélat aujourd'hui, ou alors les membres du gouvernement ne devraient pas faire des sorties pour défendre la position du gouvernement face à ces déclarations? Contrairement à ce que beaucoup de personnes vont peut-être penser, les membres du gouvernement camerounais devaient simplement garder le silence, se taire et se cacher. Pas parce que le clergé a raison de se mixer dans nos affaires, mais parce que ce gouvernement nous fait honte. Vous comprenez? C'est l'un des gouvernements les plus longs que Paul Biya a eu depuis 1982 où il est aux affaires. Mais c'est l'une des périodes les plus tristes que le Cameroun ait connu depuis 2019. Quel que soit le pan que vous prendrez, regardez le phénomène des projets structurants qui ont avalé des milliers de milliards pour que nous soyons aujourd'hui à passer 3 jours à Douala sans électricité. Ce matin, amenons une radio de la place Cité, à Yaoundé, une radio de la place Cité, presque une quinzaine de quartiers qui n'ont pas d'électricité dans la capitale politique. Alors, qu'est-ce que nos gouvernants veulent justifier? Ils veulent défendre quoi? Pensent-ils que c'est de leur bouche qu'ils devaient parler? C'est les actions qu'ils auraient menées pour le bien-être de chaque citoyen, ou bien les actions qu'ils seraient en train de mener pour le bien-être des citoyens, qui seraient en train de parler pour eux. Est-ce que vous comprenez? On a des... Regardez ce que Ibrahim Traoré fait aujourd'hui au Burkina Faso. J'ai mon frère cadet, ingénieur informaticien, il est aussi doctorant, qui est allé faire une formation et allé former les informaticiens de la fonction publique burkinabé la dernière fois. La plupart de ces fonctionnaires étaient les anciens cadres des multinationales privées. Ils ont tous abandonné le secteur privé pour revenir renforcer la fonction publique. Mais au Cameroun, c'est l'inverse. Nous tous les fonctionnaires du Cameroun voudraient être au privé. Pourquoi? Mais je pense donc que nos gouvernants, pour une fois, devaient se taire. Moi, j'ai de ma position par rapport aux évêques au début, mais là, je dis,
les sorties est inopportune, est encore plus fâcheuse que ce que les évêques ont dit. Alors, avec vous, Jonathan Batenguene, quand il faut faire des sorties pour défendre ce genre de choses, on voit les membres du gouvernement camerounais se mobiliser tous azimuts. Est-ce que, pour vous, cette sortie, ou alors ces sorties multiples des membres du gouvernement seraient inappropriées? Ils devraient plus se concentrer peut-être sur les problèmes les plus essentiels des Camerounais. Ils doivent comprendre une chose, les membres du gouvernement. Ils sont d'abord 80% des catholiques. Hein. Donc, c'est les leaders de leur religion qui sont en train de parler. Ils devraient comprendre que même dans leur religion, on constate qu'ils sont médiocres. C'est le premier constat qu'eux-mêmes doivent faire. Imaginez-vous que vous allez... Parce que la messe, c'est là où vous vous ressourcez spirituellement. Vous allez vous ressourcer spirituellement. Celui qui est censé vous dire la bonne parole, il commence plutôt à vous indexer comme étant un criminel économique. Vous devez comprendre que ce que vous faites est majusculement reconnu dans le monde. Et il devrait regarder le Cameroun différemment. Oui. Parce que de mémoire de la conférence du professeur Eboussi Boulaga qu'il a donnée à Saint-Jérôme, il avait dit l'Église catholique s'est empressée de former la première élite camerounaise parce qu'il fallait contrôler l'administration camerounaise. Eh bien, ces Camerounais qui sont hauts fonctionnaires, qui sont aussi des catholiques, doivent mettre en tête qu'ils ne sont pas là-bas pour servir l'Église. Que beaucoup enlèvent ça de leur tête. Qu'ils mettent dans leur tête qu'ils sont là pour servir le Cameroun. Oui. Et beaucoup aussi qui sont arrivés, qui avaient en tête qu'ils sont là pour servir les réseaux. Ils doivent se dire que servir les réseaux dessert le Cameroun. Et que lorsque ça dessert le Cameroun, ça déteint même sur leur réputation. Aujourd'hui, les critiques qu'on leur adresse, même si vous défendez le Cameroun, après vous vous dites quand même. Voilà. Donc, ils doivent tout faire pour avoir le sens de l'objectivité dans le service rendu au niveau de la fonction publique. Et les fonctionnaires devraient comprendre qu'ils ont une mission. Quand vous êtes un fonctionnaire, vous êtes comme un militaire dans vos domaines. Tous les fonctionnaires sont des militaires dans leur domaine. Et un militaire, ça accomplit son travail avec abnégation. Parce que lorsque le travail est bien fait, tous les citoyens sont heureux. Tous les citoyens sont heureux quand le travail est bien fait. Docteur Kolfanso, on sort de cette émission avec cette question. Une minute chacun. Voilà, ce sera la dernière prise de parole. Est-ce que vous êtes pour au Cameroun ou contre une alternance au pouvoir? On rappelle toujours que le contexte il est préélectoral. Le président Paul Biya a laissé entrevoir une certaine candidature à la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez en tant que Camerounais cette candidature du président Paul Biya ou alors vous n'êtes pas d'avis avec ces prélats qui ne veulent pas que le Cameroun connaisse une autre époque, Paul Biya? Je voudrais d'abord rapidement le dire, peut-être en 3 secondes. Tous ces évêques sont évêques aujourd'hui parce que le Sérail camerounais a posé la signature, a donné son accord. Vous ne pouvez pas être nommé évêque au Cameroun, archevêque, je ne sais pas, cardinal, si l'État camerounais dit non, vous ne passerez pas. Nous avons dit au début qu'il y a toujours cette corrélation entre ces deux organismes. Maintenant, la question que vous me posez, moi vous me la posez parce que vous vous rendez compte que je ne m'en sors pas. Si je m'en sortais, je ne chercherais même pas à savoir qui est président. Justement. Si j'avais de l'eau, de la lumière en abondance, j'avais des belles routes, j'avais un bon salaire, j'étais sûr de la vie de mes enfants et j'étais sûr de la sécurité. Je voyais comment les projets émergeaient dans tout le pays et que le Cameroun attirait encore. Vous savez, quand nous grandissions, on savait qu'on irait fréquenter en Europe, se perfectionner et revenir servir au pays. Aujourd'hui, les jeunes qui nous suivent savent qu'on est au Cameroun, mais on va grandir ailleurs. Alors, il faudrait donc que cette chose rentre dans le sens inverse. À ce moment-là, je vous dirais donc que ce qui m'intéresse, qu'il y ait alternance ou pas, parce que le système actuel, il est ancré. Il sera difficile d'être démonté. Mais je crois en la capacité des Camerounais, qui qu'ils soient, de pouvoir se mettre au service de la République. Et à ce moment-là, même si c'est Biya, qui aujourd'hui, selon ce qu'il nous a promis dans ce discours du 31, se met à manifester les dires, comme on a vu en février 2024, un ministre
passer à l'action en enlevant son Bana comme coach, en recrutant un coach. Si on voit le conseil, comment on appelle ça, la Cour des comptes, le contrôle supérieur de l'État, se mettre en activité, capturer ces gens qui ont créé le Covid Gate, la Can Gate et le Glencore Gate, les capturer, les mettre au neuf, vendre les biens, réinjecter dans les caisses de l'État. Mais monsieur, je ne voudrais pas savoir quel chef de l'État. Je serais fier de mon gouvernement. Mais est-ce que vous pensez que le président Paul Biya peut le faire justement, peut permettre à ce que tout ce que vous demandez là puisse être effectué? Paul Biya, de sa propre bouche, vous a dit, avec toute la... Est-ce que c'est la première fois qu'il le dit, docteur Cole? Il vous a dit que son désir de vous servir reste intact. Et nous le prenons au mot. Alors, d'ici le mois d'octobre, nous avons encore environ 10 mois, 9 mois par là. Alors, il est capable de nous démontrer qu'il ne va pas se limiter aux paroles, que les discours qu'il nous tient depuis 2013 peuvent aujourd'hui commencer à se matérialiser. Voilà, avec vous, Jonathan Batengene, le président Paul Biya, pour vous, est-ce qu'il est encore capable de faire quelque chose? Ce n'est pas le premier discours, on va le rappeler, que le président Paul Biya fait des promesses. Mais à chaque fois, on revient toujours là-dessus. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, il peut encore donner du sien au peuple camerounais? Le président Paul Biya est un citoyen camerounais qui a la capacité encore de se mouvoir. Donc, il a constitutionnellement la possibilité de se représenter. Rien ne le limite. Je m'en tiens parce qu'on n'est pas dans les questions de préférence. Nous sommes dans le champ politique où il y a une réglementation qui encadre l'action. Maintenant, est-ce que dans les projections, le président Paul Biya pourrait remplir, ça pourrait être ça qui devrait nous préoccuper. Il pourrait, parce que quand vous regardez l'ancrage politique de son parti, le RDPC, c'est indiscutable que ce parti est territorialement bien ancré dans notre pays. Est-ce que d'autres Camerounais aussi sont capables de gérer le Cameroun? Dans ma perspective, ce n'est pas que l'alternance dont il s'agit dans un pays comme le Cameroun. Nous sommes en train de travailler, nous, panafricanistes, à ce qu'émerge une alternative. Un Cameroun profondément nationaliste. Un Cameroun qui sera exactement comme ce que vous venez de citer, le Burkina Faso. Nous voulons un pays où les dirigeants assument l'ancrage nationaliste. Quand vous voyez que le prix des produits pétroliers flambe sur les marchés, alors que nous avons la Sonara, que le Cameroun exporte tous les jours plus de 100 000 tonnes métriques de pétrole. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Est-ce que ça ne vous laisse pas sur votre faim? Nous voulons un dirigeant qui va lutter contre les multinationales qui font flamber les prix. Parce que si on n'exporte plus, en grande quantité notre pétrole et que nous le transformons ici, nous pouvons avoir le prix du pétrole même à 250. Moi, j'ai vu certains hommes politiques dire à 400. Le Cameroun peut vendre à 250. Nous pouvons avoir le prix du ciment à moins de 2000 francs. Si il y a une volonté politique. Et c'est ça que nous voulons impulser. Donc, notre problème, nous, panafricanistes, ce n'est pas seulement une nouvelle tête après Paul Biya. C'est d'avoir un panafricaniste à la tête de l'État. Merci beaucoup, Jonathan Banateke, pour cet avis. Voilà, je vous l'ai dit, Batengene, voilà, j'y arrive. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Ce fut un plaisir. On espère que ce ne sera pas la dernière. J'espère que ce sera une première d'une longue série. Et puis, ça se passe en janvier, donc ça augure beaucoup de bonnes choses. Merci d'être passé, Dr Cole. Merci une fois de plus. Merci, Pythagore. Voilà, c'est fut un plaisir de vous avoir dans le cadre de cette édition d'After News. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez sur Global LTV, la meilleure chaîne africaine. Les programmes se poursuivent. Et à très bientôt. Bonsoir.